Chapitre 1, réalité brisée. Russell Mercer n'avait pas vu le camion arriver. Un instant, il rentrait chez lui après la plus grande fête de son entreprise de construction. L'instant d'après, son monde explosait dans une cacophonie de crissements de métal et de bris de verre. Sa dernière pensée consciente fut pour Adrien, sa femme depuis 12 ans, et le besoin qu'il avait de l'appeler. Puis l'obscurité. Lorsque Russell reprit partiellement connaissance dans l'ambulance, il perçut des bribes de voix pressantes, de multiples fractures, une hémorragie interne. Il fallait opérer immédiatement. Le docteur Anarare se pencha vers lui aux urgences, ses yeux reflétant à la fois compassion et inquiétude. « Monsieur Mercer, nous devons opérer d'urgence. Comprenez-vous » Russell parvint à hocher faiblement la tête avant que l'anesthésie ne le replonge dans l'obscurité. Des heures plus tard, le docteur Rumor se tenait devant l'unité de soins intensifs, sa blouse chirurgicale encore tachée du sang de Russell. Elle composa le numéro d'urgence sur son téléphone. « Madame Mercer, ici le docteur Ramirez du Lakezid Memorial Hospital. Votre mari a eu un grave accident. » La voix d'Adrienne semblait étrangement détachée. Que s'est-il passé? Une collision frontale. Il est stable mais dans un état critique. Fractures multiples, hémorragie interne. Nous l'avons opéré en urgence. Je vois. Le médecin fronça les sourcils devant le manque d'urgence dans la voix de la femme. Madame Mercer, vous devez venir à l'hôpital immédiatement. Votre mari est dans un état grave. Je ne peux pas le faire maintenant. Je promène mon nouveau chien. Le docteur Ramirez cligna des yeux, incrédule. Madame Mercer, je ne pense pas que vous compreniez. Votre mari pourrait ne pas survivre à la nuit. J'essaierai de venir demain. Adrienne répondit sèchement. Perturbé. Le docteur Ramirez appela le deuxième contact d'urgence de Russell, ses parents. Samuel Mercer répondit à la troisième sonnerie. Bonjour, monsieur Mercer. Ici le docteur Ramirez de Lakezid Memorial. J'appelle au sujet de votre fils, Russell. Que s'est-il passé? Il a eu un grave accident. Son état est critique mais stable. Nous l'avons opéré en urgence. Oh là là. La voix de Samuel baissa jusqu'à devenir un murmure, semblant s'adresser à quelqu'un d'autre. C'est Russell. Hôpital des accidents. Une conversation étouffée s'ensuivit avant que Samuel ne reprenne la ligne. Nous sommes plutôt occupés en ce moment. Avez-vous appelé Adrien? Oui, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Bon, si elle ne vient pas, sa voix s'éteignit. Le professionnalisme du docteur Ramirez atténua à peine sa stupeur. Monsieur Mercer, ce soir pourrait être sa dernière. Je vous encourage vivement à reconsidérer votre décision. Nous essaierons de vous rendre visite quand nous le pourrons, répondit Samuel avant de raccrocher. Le docteur Ramirez fixa son téléphone, incrédule. En 15 ans de médecine, elle n'avait jamais vu une telle insensibilité de la part d'une famille. De retour aux soins intensifs, Russell oscilla entre ses évanouissements et ses rechutes pendant 3 jours. Le 4e jour, ses yeux s'ouvrirent enfin complètement. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque, les lèvres sèches. « Lakezid Memorial » répondit le docteur Ramirez en vérifiant ses constantes. « Vous êtes ici depuis 4 jours, monsieur Mercer. Vous avez eu un grave accident. Quelqu'un est-il venu me voir » Russell grimaça, la douleur lui traversant la poitrine. « Quelqu'un n'est-il venu me voir » Le docteur Rumor hésita, serrant son bloc-notes. « J'ai bien peur que non. Nous avons contacté votre femme et vos parents immédiatement après votre opération. » Le visage de Russell resta étrangement immobile, mais quelque chose changea dans son regard. Une étincelle s'éteignit, remplacée par quelque chose de plus sombre. « Je vois, dit-il doucement. « Voulez-vous que je les rappelle » proposa-t-elle. « Non, répondit Russell. Sa voix était calme, mais avec une intonation nouvelle qui fit frissonner le docteur Roméré. « Je préfère parler à un avocat. » Au 6e jour, Russell avait retrouvé suffisamment de force pour se tenir assis. Il avait longuement discuté avec Olivia Blackwell, une avocate à l'œil vif qui avait pris des notes détaillées et était repartie avec un hochement de tête grave et compréhensif. Ce soir-là, Russell demanda un bloc-notes et un stylo. Lorsque le docteur Rom les lui apporta, elle le trouva regardant par la fenêtre, son profil gravé dans la pierre. « Merci, docteur, pour tout, dit-il sans se retourner. Surtout d'avoir essayé de faire venir ma famille.
Je suis juste désolée qu'il ne soit pas venu, répondit-elle. Je ne le suis pas, dit Russell d'une voix distante. Plus maintenant. Cette nuit-là, Russell écrivit dans l'obscurité, sa plume griffonnant le papier jusqu'à l'aube. Le 7e matin, Russell Mersey était parti. Le lit était vide lorsqu'une infirmière entra pour sa tournée matinale. Sur le lit soigneusement fait reposer une enveloppe cachetée portant 3 noms, Adrien, Samuel et Marilyn Mersey. Chapitre 2. Le prix de la trahison. Le nouveau berger allemand d'Adrien Mersey, Apollo, n'était pas vraiment nouveau. Le chien avait été un cadeau de Travis Redfield 6 mois plus tôt. Caché dans sa maison au bord du lac, où Adrienne passait plus de temps que chez elle ces derniers temps. Tandis que son mari Russell bâtissait son empire immobilier au prix de journées de 18 heures exténuantes, Adrienne menait une vie parallèle avec Travis, un promoteur immobilier au discours mielleux qu'il avait initialement contacté pour se rapprocher de l'entreprise de Russell. L'hôpital a-t-il rappelé, demanda Travis en servant un autre verre de vin à Adrienne dans son élégante propriété au bord du lac. 3 fois, soupira-t-elle en parcourant ses appels manqués. Le médecin de Russell semblait de plus en plus désespéré. « Tu ne peux pas y aller », lui rappela Travis, assis à côté d'elle sur son canapé design. « On en a parlé. Si Russell meurt, on prend tout, » termina Adrien. « La maison, les placements, l'entreprise. » Elle but une longue gorgée de vin. Son assurance vie à elle seule s'élève à 5 millions. Travis sourit et lui déposa un baiser dans le cou. « Et s'il survit, on s'en tiendra au plan. Les papiers du divorce sont prêts. Entre mon avocat et tes relations avec le juge, j'aurai la majorité des parts. Et ses parents, eux, sont partants. Samuel et Marilyn ont toujours pensé que Russell était un mariage indigne de lui. » Adrien rit amèrement. Une fois convaincus que Russell leur cachait des biens et refusait de les aider pour leur retraite, ils étaient impatients de me soutenir. Le piège parfait, murmura Travis. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que Travis avait préparé son propre piège. Une fois la fortune des Mersey transférée à Adrien, il avait pris des dispositions pour qu'elle n'en profite pas longtemps. Les comptes offshore étaient déjà ouverts à son nom. Pendant ce temps, Samuel et Marilyn Mersey étaient assis dans leur modeste salon, examinant les relevés financiers que Travis avait accidentellement laissés lors de sa dernière visite, des documents falsifiés montrant que leur fils avait dissimulé des millions qui auraient dû servir à des investissements familiaux. « J'ai toujours su que le succès le changerait », murmura Samuel, le visage rouge de colère. « Après tous nos sacrifices, Adrienne a dit qu'il parlait de nous couper complètement les ponts », ajouta Marilyn, répétant le mensonge qu'Adrienne avait soigneusement inculqué lors des dîners du dimanche. Samuel secoua la tête. « Si ce qu'Adrienne et Travis nous ont montré est vrai, nous avons droit à au moins la moitié de ces comptes cachés. » L'ironie était que Russell avait en réalité constitué un généreux fonds fiduciaire pour la retraite de ses parents, dont la révélation était prévue pour leur prochain anniversaire. Une surprise désormais vouée à ne jamais être découverte. De l'autre côté de la ville, Calvin Weiss était assis dans son petit appartement, les yeux rivés sur des dossiers hospitaliers auxquels un administrateur informatique de niveau intermédiaire n'aurait pas dû avoir accès. Ami d'enfance de Russell et seule personne restée fidèle lorsque Russell était passé du statut d'humble ouvrier du bâtiment à celui de chef d'entreprise, Calvin surveillait l'état de santé de Russell grâce à un accès détourné à la base de données de l'hôpital. « À quoi tu joues, Russ » marmonna-t-il, remarquant que son ami s'était fait examiner contre l'avis médical. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Unité 447. Code 27 novembre 82. Venez seul, R. Calvin prit immédiatement ses clés. Le local de stockage se trouvait à la périphérie de la ville. L'unité 447 ne contenait qu'une enveloppe scellée et un téléphone jetable. L'enveloppe contenait des documents détaillés, des relevés bancaires, des photos d'Adrien et Travis ensemble datant de 2 ans, des conversations enregistrées et des documents falsifiés qui ont été montrés aux parents de Russell. Le téléphone sonna dans la main de Calvin. « Russ. » Calvin répondit. « Ils m'ont laissé mourir. » La voix de Cal Russell était différente. Clandestine et pourtant chargée d'une certaine détermination. « Mon Dieu, Russ, où es-tu ? Tu devrais être à l'hôpital. J'ai besoin de 3 choses de ta part, » continua Russell comme s'il n'avait rien entendu. « Premièrement, ne dis à personne que je t'ai contacté. Tout le monde doit croire que j'ai disparu, peut-être même que je suis mort. Deuxièmement, accède au serveur de sauvegarde et récupère tous les dossiers du projet Lakeside Towers. Chaque contrat, chaque paiement, chaque signature.
Troisièmement, contacte Olivia Blackwell. Elle attend ton appel. Russ, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu prépares? Le silence fut long. Justice, Cal. Rien de plus, rien de moins. La ligne fut coupée, laissant Calvin face à la montagne de preuves documentant la trahison élaborée orchestrée contre son ami. Au même moment, le docteur Rumor reçut un colis par courrier, une lettre la remerciant pour ses soins, ainsi que des documents prouvant que Russell avait secrètement remboursé sa lourde dette d'études de médecine. Une note était jointe. Certaines dettes devraient être annulées. D'autres doivent être payées intégralement. Chapitre 3. La disparition. Une semaine après la disparition de Russell de l'hôpital, Adrien décida enfin qu'il était temps de faire une apparition. Entretenir l'apparence d'une épouse inquiète était devenu nécessaire. Après que le docteur Ramirez eut appelé 2 fois de plus. Son ton devenait de plus en plus suspect. Accompagné de Travis, présenté comme un ami de la famille, et des parents de Russell, Adrienne Strode se tenait dans une cérémonie commémorative au bord du lac, l'inquiétude apparente. « Je suis ici pour voir mon mari, Russell Mercer, dit-elle. La réceptionniste. La femme lui lança un regard étrange. « Laissez-moi appeler le docteur Ramirez. » Quelques minutes plus tard, le docteur Ramirez apparut, l'air neutre, mais le regard brûlant d'un mépris à peine dissimulé. « Madame Mercer, après une semaine, vous êtes enfin arrivée. »« Nous sommes venus dès que possible, » intervint Samuel sur la défensive. « Bien sûr, » répondit froidement le docteur Moore. « Eh bien, sachez que votre fils, votre mari, s'est fait examiner hier contre l'avis médical. »« Quoi ?» Le choc d'Adrienne était sincère. Cela ne faisait pas partie du plan. Comment avez-vous pu le laisser partir dans cet état? En tant que médecin, je le lui avais fortement déconseillé. Mais en tant qu'adulte légal n'ayant pas perdu ses fonctions cognitives, c'était son droit. Le docteur Ramirez tendit une enveloppe. Il vous la laissa. Travis s'avança. Qui a autorisé sa sortie? Le docteur Ramirez plissa les yeux. Et vous êtes Travis Redfield, un ami de la famille. Eh bien, monsieur Redfield, les sorties de patients ne nécessitent pas d'autorisation extérieure. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des patients qui reçoivent effectivement une autorisation. Les visiteurs. Elle se retourna et s'éloigna. Adrienne déchira l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier de 3 lignes. Je sais tout. Je ne pardonne rien. Je viens chercher ce qui m'appartient. Son visage se vida. Qu'est-ce que c'est? Demanda Samuel en s'emparant du mot. Son visage pâlit en le lisant, puis il le tendit à Travis. Travis froissa le papier dans son poing. Cela ne change rien. Il est blessé, désorienté, proférant probablement des menaces en l'air depuis un motel. Il sait, chuchota Adrienne. C'est quoi? Siffla Travis en jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Avant qu'elle puisse répondre, un agent de sécurité de l'hôpital s'approcha. Madame Mercer, l'inspecteur Moral aimerait vous parler. Dans une petite salle de conférence, l'inspecteur Victor Moral était assis, examinant un dossier. Son visage buriné ne trahissait rien lorsqu'ils entrèrent. Merci d'être entré, dit-il sans se lever. J'ai quelques questions concernant l'accident de votre mari. Qu'en pensez-vous? Adrienne demanda, essayant de garder une voix calme. Par exemple, pourquoi le véhicule qui a percuté la voiture de votre mari a-t-il été déclaré volé 1 heure seulement avant l'accident? Pourtant, les caméras de surveillance routière montrent qu'il suivait Monsieur Mercer depuis au moins 3 jours. Travis s'agita, mal à l'aise. Inspecteur, qu'insinuez-vous? Moral l'ignora, se concentrant sur Adrienne. Je suis également curieux de savoir pourquoi les relevés téléphoniques montrent que vous avez été en contact avec le propriétaire enregistré de ce véhicule 6 fois dans la semaine précédant l'accident. Le calme prudent d'Adrienne se brisa. Je veux un avocat. Réponse intéressante à une question simple, remarqua Moral. Encore une chose avant de partir. Les caméras de sécurité de l'hôpital montrent un visiteur de la chambre de Monsieur Mercer à 3 heures du matin, le jour de sa disparition. Il glissa une photo granuleuse sur la table. Une idée de qui cela pourrait être. L'image montrait une silhouette encapuchonnée, le visage soigneusement détourné des caméras. Non, murmura Adrienne, curieuse.
Parce que la carte magnétique utilisée pour accéder à la chambre à cette heure-là était la vôtre, Madame Mercé. Celui indiqué dans les dossiers de l'hôpital pour l'accès familial, que vous n'utilisez jamais pendant les heures de visite. Samuel et Marilyn échangèrent des regards alarmés. Je pense que nous en avons terminé, annonça Travis en se levant. Nous allons demander à l'avocat de Madame Mercé de vous contacter. Alors qu'il quittait l'hôpital, le téléphone d'Adrienne sonna, accompagné d'un SMS d'un numéro inconnu. Vérifiez vos comptes joints. Les mains tremblantes, elle ouvrit son application bancaire. Tous les comptes joints avaient été vidés. Les comptes professionnels, les portefeuilles d'investissement, tout avait disparu. Il nous a ruinés, halta-t-elle. Travis la saisit brutalement par le bras. Reprends-toi. Ce n'est pas fini, ce n'était que le début. Cette nuit-là, tandis qu'Adrien et Travis appelaient frénétiquement banque et avocat, Russell Mercé observait depuis une voiture de l'autre côté de la rue. Calvin était assis à côté de lui, qui lui tendit une tablette diffusant les images de la caméra de sécurité de la réunion d'Adrien et Travis à la Maison du Lac. Tout est en marche, dit Calvin. Le visage de Russell, encore meurtri par l'accident, ne laissait transparaître aucune émotion tandis qu'il regardait sa femme et son amant paniqués. Bien. Passons maintenant à la phase 2. Tu es sûr de toi, Russ? Tu es sans retour. Russell se tourna vers son ami, ses yeux ne reflétant qu'une froide résolution. Je suis mort dans cette chambre d'hôpital, Cal. Ce qui reste n'a qu'un but. Il démarra le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui les derniers vestiges de l'homme qu'il était autrefois. Chapitre 4. L'architecte de la vengeance. 3 mois s'étaient envolés comme de la fumée. Russell Mercé, déclaré disparu et présumé mort après des recherches exhaustives mais infructueuses, s'était transformé dans une cabane isolée au cœur de la nature sauvage du Montana. Son corps, autrefois brisé, avait été reconstruit grâce à une kinésithérapie et un entraînement acharné. Son esprit, autrefois obscurci par la trahison, fonctionnait désormais avec une précision chirurgicale. La cabane appartenait au docteur Léo Winters, un ancien chirurgien militaire spécialisé dans l'aide aux personnes disparues. Moyennant des honoraires conséquents, prélevés sur l'un des comptes offshore secrets de Russell, le docteur Winters lui avait fourni des soins médicaux, une nouvelle identité et une discrétion absolue. Vos côtes ont bien cicatrisé, constata le docteur Winters lors de leur examen final. La reconstruction faciale aussi. Votre propre mère ne vous reconnaîtrait plus. Russell toucha les subtiles modifications de sa mâchoire et de ses pommettes. C'est là tout l'intérêt. L'implant modulateur de voix a besoin d'une semaine supplémentaire pour s'intégrer complètement. Parlez le moins possible d'ici là. Russell hocha la tête, observant son nouveau reflet. Alexander Pierce lui rendit son regard. Un fantôme créé à partir de faux documents et d'une planification minutieuse. L'adaptation psychologique est tout aussi importante, avertit le docteur Winters. La vengeance peut paraître juste, mais elle consume d'abord le vengeur. Je suis déjà consumé, répondit Russell d'un ton neutre. Je le suis depuis que je me suis réveillé seul dans cet hôpital. Pendant ce temps, la vie d'Adrienne avait sombré dans le chaos. L'enquête sur l'accident de Russell était au point mort, mais jamais close. L'inspectrice morale passait des appels hebdomadaires avec une seule question de plus, chacun approfondissant sa relation avec Travis. La catastrophe financière était totale. Non seulement les comptes joints avaient été vidés, mais Adrien avait découvert que Russell avait secrètement vendu leur maison 2 semaines avant son accident, la signature étant prévue pour le mois suivant. Elle se retrouverait bientôt sans abri. L'entreprise de construction de Russell avait subi une mystérieuse restructuration la veille de son accident, transférant le contrôle à une fiducie sans droit de regard que même les avocats de l'entreprise ne parvenaient pas à pénétrer. Travis, dont les promesses de sécurité s'étaient évaporées lorsque son accès au patrimoine de Russell avait disparu, avait commencé à se retirer, inventant des excuses pour éviter ses appels. Samuel et Marilyn Mercé étaient confrontés à leurs propres difficultés. Leurs modestes économies de retraite avaient disparu. Elles avaient été transférées électroniquement sur un compte intraçable après avoir été trompées en signant ce qu'ils pensaient être des documents d'assurance liés à la disparition de Russell. Pire encore, ils avaient reçu des preuves anonymes suggérant qu'Adrien les avait manipulées avec de fausses informations sur leur fils. Le fonds fiduciaire documenté que Russell avait créé pour eux, et dont ils ignoraient l'existence, avait été dissous après sa disparition. Les fonds avaient été redirigés vers diverses associations caritatives pour enfants. Un jour de fin d'automne,
Calvin rencontra un homme nommé Alexander Pierce dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Bien que Calvin reconnaisse un ami d'enfance sous ce nouveau visage, il fut stupéfait par la transformation. « Mon Dieu Russ, tu as l'air mort », termina Russell d'une voix qui ne ressemblait plus à son ancien moi. « Tant mieux, car Russell Mercer n'existe plus. » Calvin lui tendit un épais dossier contenant tout ce que vous aviez demandé. L'histoire complète de Travis Redfield. Cet homme s'est fait des ennemis partout. Ses projets immobiliers sont principalement des opérations de blanchiment d'argent pour la famille Costia. Ils ignorent qu'il a détourné de l'argent. Russell hocha la tête. Et le projet spécial était codé et prêt. Une fois activé, il détricotera tout ce que Travis a construit pièce par pièce. Adrien Calvin hésita. Elle est désespérée, sur le point d'être expulsée. Elle a essayé d'accéder à l'assurance vie de Russell, mais sans corps. Et mes parents, ils savent qu'ils ont été manipulés. Ils ont essayé de vous contacter par les voies officielles, prétendant avoir des informations sur votre disparition. L'expression de Russell resta impassible. Trop tard pour les regrets. Et Sophie, demanda prudemment Calvin à l'évocation de l'ex-femme de Travis. Le sang-froid de Russell vacilla un instant. Est-elle toujours prête à aider? Plus que prête. Après ce que Travis lui a fait, à elle et à sa fille, elle attend cette opportunité depuis 3 ans. Russell regarda sa montre. Il est temps de réunir nos joueurs. Activez le programme ce soir. Et Calvin. Après cette réunion, Alexander Pierce n'a jamais connu Russell Mercer. Souvenez-vous-en. Cette nuit-là, un courriel anonyme parvint à la direction de la famille de la CIA, révélant les détournements de fonds de Travis avec des preuves documentées. Simultanément, l'algorithme conçu par Calvin commença à attaquer systématiquement l'infrastructure financière de Travis, gelant des comptes, révélant des transactions cachées et déclenchant des audits automatiques. Au matin, Travis Redfield serait une cible de tous côtés, et Russell, devenu Alexander Pierce, l'attendrait. Chapitre 5. Roue dans roue. La suite présidentielle de l'hôtel Ashford offrait un point de vue idéal. De ses fenêtres, Russell pouvait voir à la fois l'appartement en attique de Travis et les bureaux de Redfield Développement. Entre deux gorgées de café noir, il observait le chaos se dérouler à travers des jumelles puissantes. Des hommes en costume sombre, des hommes de main de Costia, entrèrent dans l'immeuble à 9h17. Ils en sortirent 20 minutes plus tard sans Travis, qui avait apparemment pris la fuite quelques minutes avant leur arrivée. Le téléphone de Russell vibra, alerté par le système de localisation sophistiqué qu'il avait mis en place. Travis avait retiré de l'argent d'urgence d'une banque de l'autre côté de la ville et se dirigeait maintenant vers la propriété au bord du lac où il avait mené sa liaison avec Adrien. Tout se déroulait exactement comme prévu. Un léger coup frappé à la porte perturba sa concentration. Il fit entrer Sophie Redfield, l'ex-femme de Travis, une femme dont l'élégance masquait une détermination d'acier forgé dans la souffrance. Il court, l'informa Russell en retournant à la fenêtre. Comme prévu, répondit Sophie en posant son sac de créateur. Les comptes offshore sont déjà gelés. Mon algorithme a déclenché des alertes à la fraude dans 6 pays simultanément. Russell se tourna vers elle. Êtes-vous prête pour votre rôle? Le regard de Sophie se durcit. Après que Travis m'a ruiné, a refusé à ma fille ses traitements médicaux et nous a laissés sans rien. Je me prépare depuis 3 ans. Russell hocha la tête, se souvenant pourquoi il l'avait choisi comme allié. En enquêtant sur le passé de Travis, il découvrit l'histoire de Sophie, comment Travis avait systématiquement dilapidé leurs biens matrimoniaux pendant que leur fille Lily luttait contre la leucémie, puis les avait abandonnés tous les deux lorsque les factures médicales s'accumulaient. « Votre fille ?» demanda Russell. Un rare sourire adoucit les traits de Sophie. En congé pour 16 mois maintenant, grâce au donateur anonyme qui a pris en charge ses soins. Russell hocha légèrement la tête. Les 5 millions qu'il avait détournés de sa propre assurance vie, convertis en espèces avant sa disparition, ont été mieux utilisés qu'Adrien et Travis ne l'avaient prévu. Une fois cela fait, Russell dit, le fonds fiduciaire restant assurera son avenir de manière permanente. Sophie le regarda. Vous savez, pour quelqu'un qui orchestrait une vengeance si élaborée, vous avez fait preuve d'une compassion remarquable envers les parties non impliquées. Il ne s'agit pas de punir l'innocence, répondit Russell. Il s'agit d'une justice mesurée avec précision. Son téléphone vibra de nouveau. Adrien déménageait aussi, se dirigeant vers la maison du lac.
l'épouse désespérée cherchant refuge auprès de son amant. Sophie observa. Tombez dans votre piège. Pas dans le mien. Russell corrigea le leur. De l'autre côté de la ville, l'inspecteur Victor Moral reçut un colis anonyme. À l'intérieur, il trouva des preuves méticuleusement documentées reliant Travis Redfield au véhicule volé qui avait heurté celui de Russell Mercer, ainsi que des virements bancaires reliant Travis et Adrian au conducteur. Un criminel de carrière désormais mystérieusement décédé. Moral rassembla immédiatement son équipe. Nous avons assez pour des mandats d'arrêt. Dépêchez-vous. Pendant ce temps, Samuel et Marilyn Mercer étaient assis dans leur cuisine, les yeux rivés sur la vie de saisie. Leur modeste maison, autrefois entièrement payée, avait été réorganisée grâce à des documents qu'ils avaient signés sans les lire. Des papiers qu'Adrienne leur avait assuré être liés aux affaires de Russell. Nous avons tout perdu, murmura Samuel, les mains tremblantes. Notre fils, notre maison. On le mérite, répondit Marilyn, les larmes aux yeux. On l'a abandonné au moment où il avait le plus besoin de nous. La sonnette retentit. Dehors se tenait Olivia Blackwell, l'avocate de Russell. Monsieur et Madame Mercer, dit-elle sèchement. Je dois discuter de la succession de votre fils à la maison du lac. Travis jeta des vêtements pêle-mêle dans une valise sous le regard d'Adrien depuis l'embrasure de la porte. Tu pars comme ça, demanda-t-elle, incrédule. Et moi? Réveille-toi, Adrien, s'exclama Travis. C'est fini. Quoi que Russell ait fait avant de disparaître, il nous a tous les deux brûlés. Les Costa veulent ma tête. Les fédéraux gèlent mes comptes. J'ai peut-être une heure avant que cet endroit ne grouille de gangsters ou du FBI. On peut arranger ça, supplia Adrienne. Il nous reste une maison au bord du lac. Mes bijoux. Travis rit amèrement. Tu crois que j'ai mis cet endroit à mon nom? Il appartient à une société écran qui est probablement en train d'être démantelée en ce moment même. Et tes bijoux? Il alla vers un tableau au mur, l'ouvrit pour révéler un coffre-fort et entra la combinaison. Il était vide. C'est quoi ce bordel? Marmonna-t-il en fouillant frénétiquement le vide. Au lieu d'objet de valeur, il trouva un simple billet. Tu pensais vraiment que je n'aurais pas de plan d'urgence? L'air, Travis tituba en arrière. Impossible. Le bruit des véhicules qui approchaient les attira tous deux vers la fenêtre. 3 SUV noirs et 2 voitures de police remontèrent l'allée. Travis attrapa son sac à moitié plein et se précipita vers la sortie arrière. Il jamais arrivé au banc des accusés. Les policiers affluèrent de toutes parts, armes au poing. Travis Redfield, Adrienne Mercer et l'inspecteur Moral crièrent dans un mégaphone. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, fraude et détournement de fonds, tandis qu'ils étaient menottés et placés dans des véhicules séparés. Aucun d'eux ne remarqua la berline insignifiante garée juste derrière le barrage de police, ni l'homme qui l'observait passivement derrière des vitres teintées. Russell démarra sa voiture. La deuxième phase était terminée. Place maintenant à l'acte final. Chapitre 6, la toile d'araignée. La salle d'interrogatoire du centre de détention du comté était délibérément inconfortable. Chaises en métal dur, éclairage fluorescent qui bourdonnait sans cesse, un froid persistant qui filtrait à travers les uniformes de prisonniers fins. Adrien Mercer était assise, tremblante. Son apparence autrefois parfaite était maintenant marquée par des cernes sous ses yeux et des cheveux plats et sales. 3 jours de détention avaient érodé son vernis brillant. La porte s'ouvrit sur un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, aux traits anguleux et aux yeux qui lui semblaient familiers malgré leur grisacier. Couleur. Madame Mercer Alexander Pierce, enquêteur financier spécial. Sa voix avait un timbre inhabituel, presque mécanique dans sa précision. J'ai quelques questions sur le patrimoine de votre mari. Adrien se redressa. Ont-ils retrouvé Russell? Non, répondit Pierce en disposant des documents sur la table. Mais nous avons découvert des mouvements financiers intéressants avant sa disparition. Je ne sais rien des finances de Russell, mentit-elle. Il gérait tout. Pierce eut un léger sourire. Pourtant, les relevés téléphoniques montrent que vous avez eu 17 appels avec la Maxwell United Bank la semaine précédant l'accident de votre mari, notamment avec son service chargé des virements internationaux. Adrienne perdit son sang-froid. Je veux que mon avocat soit présent. Bien sûr, Pierce hocha la tête en rassemblant ses papiers. Mais sachez que Travis Redfield coopère pleinement.
Sa déclaration vous dépeint comme l'architecte de tout, y compris de l'attentat contre votre mari. Il ment. Adrien frappa la table avec ses paumes. C'était son idée depuis le début. Pierre s'arrêta à la porte. Je prends note de votre volonté de discuter avec monsieur l'implication de Redfield. Nous poursuivrons cette conversation en présence de votre avocat. Dans une pièce identique, au bout du couloir, Travis Redfield était tout aussi débraillé, mais beaucoup plus calculateur. Lorsque Pierce entra, Travis le jugea immédiatement susceptible d'être manipulé. Monsieur Pierce, Dieu merci. J'ai essayé de m'expliquer. Je suis une victime dans tout ça. Pierce s'assit, ses mouvements délibérés. Une victime qui se trouve avoir payé 50 000 $ au conducteur qui a percuté le véhicule de Russell Mercer. C'est une définition intéressante de la victimisation. Travis pâle. Cet argent était de l'extorsion. Le frère d'Adrienne a menacé de révéler notre relation si je ne le payais pas. Adrien n'a pas de frère, monsieur Redfield. La façade calculatrice de Travis s'est effondrée. Écoutez, je peux vous aider à trouver où Russell a caché le vrai argent. Il y a des millions qui manquent à l'appel. Pourquoi cela m'intéresserait-il, demanda Pierce d'un ton léger. Travis se pencha en avant, l'air conspirateur. Tout le monde a un prix. Aidez-moi à conclure un accord et je vous le ferai. Faites en sorte que cela en vaille la peine. Pierce se leva brusquement. Monsieur Redfield, je ne suis pas celui que vous croyez. L'espace d'un instant, son modulateur de voix se désactiva et la véritable voix de Russell émergea. Mais ensuite, vous non plus. Travis recula sous le choc. Russell, mais Pierce était déjà parti, la porte se refermant dans un dernier clic sonore. De l'autre côté de la ville, Samuel et Marilyn Mercer étaient assis dans le bureau stérile d'Olivia Blackwell, déconcertés par les documents qui leur étaient présentés. Je ne comprends pas, dit Samuel. Il montre que Russell a créé une fiducie pour nous il y a des années. Il l'a fait, confirma Olivia. 5 millions de $ intouchables par les créanciers, les accords de divorce ou les procédures pénales. Mais on nous a dit qu'il nous cachait de l'argent, murmura Marilyn. On vous a menti, déclara Olivia d'un ton neutre. Par des gens qui savaient exactement comment vous manipuler contre votre propre fils. Samuel se couvrit le visage de mains tremblantes. Nous l'abandonnons, notre propre fils, qui se bat pour sa vie, et nous croyons au pire sans hésiter. La fiducie est assortie de conditions spécifiques, poursuivit Olivia sans passion. Vous pouvez accéder les fonds destinés uniquement aux dépenses courantes. Le capital reste intact jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Quelles conditions, demanda Marilyn. Olivia glissa un autre document sur le bureau. Vous devrez d'abord lire cette lettre. La lettre écrite de la main de Russell détaillait tous les mensonges manipulateurs auxquels ils avaient cru. À chaque instant, ils avaient privilégié les inventions d'Adrienne à la vie d'amour et de soutien manifeste de leur fils. C'était clinique, factuel et d'une précision dévastatrice. Il savait, murmura Samuel. Même avant l'accident, il savait qu'il nous montait contre lui. Pas entièrement, corrigea Olivia. La fiducie initiale ne comportait pas de telles conditions. Elles ont été ajoutées le jour de sa sortie de l'hôpital. Ce soir-là, Russell se tenait sur le balcon de sa suite d'hôtel, regardant les lumières de la ville pendant que Sophie se versait 2 verres de whisky. Adrienne et Travis se sont complètement retournés l'un contre l'autre, rapporta TL en lui tendant un verre. Leurs avocats se précipitent pratiquement au parquet avec de nouvelles accusations chaque jour. Et la famille Aostia recherche toujours Travis. Les preuves que vous avez fabriquées le liant à des informations sur leurs opérations. Les motive particulièrement. Même s'il échappe d'une manière ou d'une autre à la condamnation, il ne sera jamais en sécurité. Russell hocha la tête. La phase finale commence demain. Êtes-vous sûr de cette partie, demanda Sophie prudemment. Cela semble excessif. Comme souvent, répondit Russell. Chacun devra faire face précisément à ce qu'il mérite. Ni plus, ni moins. Et après que Sophie l'eut observé autour d'un verre. Que fera Alexander Pierce une fois ce sera terminé? Russell contempla la ville, l'endroit où Russell Mercer avait construit une vie, un mariage, une entreprise, tout cela réduit en cendres. Alexander Pierce disparaît. Quant à la suite, je n'ai pas encore décidé. Tu pourrais recommencer, suggéra Sophie. Tu es riche, méconnaissable, officiellement mort. Liberté parfaite.
Pas de recommencement possible, répondit doucement Russell. Seulement aller de l'avant. Dans l'obscurité, il leva son verre. À la justice, mesurez avec précision. Sophie trinqua contre le sien à la justice. Aucun des deux ne mentionna le vide qui subsisterait lorsque justice serait enfin rendue. Chapitre 7. Échec et mat. Le palais de justice bourdonnait d'impatience. Après des mois de manœuvres juridiques, d'audiences de mise en liberté sous caution et des tentatives de plus en plus désespérées des deux défendeurs de s'impliquer mutuellement, le procès conjoint d'Adrien Mercé et de Travis Redfield pour la tentative de meurtre de Russell Mercé commençait enfin. Les journalistes se sont regroupés près de l'entrée, espérant un aperçu des accusés qui étaient devenus des sensations médiatiques. L'histoire avait tout. Le sexe, la trahison, la tentative de meurtre et une victime disparue présumée morte. À l'intérieur, Alexander Pierce était assis dans la rangée arrière de la galerie, banal dans son costume gris, juste un autre spectateur de la procédure judiciaire. Seul Calvin, assis à plusieurs rangées comme prévu, connaissait sa véritable identité. Le bailiff a demandé à tous de se lever alors que la juge Martha Kimble entrait. Connue pour son approche non décise et son adhésion scrupuleuse à la procédure, elle était exactement le juge que Russell avait espéré serait affecté. L'équipe de poursuite était dirigée par la procureure de district Elena Ward, dont la réputation de renforcement de cas méthodique la rendait formidable. Russell avait fourni à son bureau de manière anonyme une carte routière de preuves si complète que l'affaire s'est pratiquement construite. Comme Adrienne et Travis étaient conduits séparément, Russell a noté comment à fond, leurs apparences s'étaient détériorées. Les vêtements de créateur d'Adrienne avaient été remplacés par une jupe et un chemisier modeste, une tentative de paraître humble et sympathique qui s'est affrontée avec son arrogance innée. Travis, quant à lui, avait adopté l'apparence d'un homme brisé, espérant la sympathie où aucun ne serait à venir. Aucun des deux accusés n'a regardé l'autre. Après avoir ouvert des déclarations, Daward a appelé son premier témoin, le détective Victor Moral. Détective, veuillez décrire les preuves qui ont conduit aux arrestations des défendeurs. Moral a détaillé le sentier financier reliant les deux accusés au conducteur du camion, les enregistrements téléphoniques montrant la coordination avant l'accident et les messages textes accablants se sont remis de leurs appareils. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat d'Adrienne a tenté de la distribuer de la conspiration. N'est-il pas vrai que mon client n'a jamais directement communiqué avec le conducteur du véhicule? Elle n'avait pas à le faire, a répondu Moral. Monsieur Redfield a été l'intermédiaire, mais les dossiers téléphoniques de Madame Mercé montrent que c'est elle qui a fait des recherches sur l'itinéraire de Russell Mercé ce jour-là, les modèles de trafic et même l'intersection spécifique où la collision s'est produite. L'avocat de Travis a essayé une approche différente. Détective, n'est-il pas possible que quelqu'un d'autre ait orchestré ces événements pour encadrer mon client? Nous suivons l'argent, monsieur, répondit catégoriquement Moral. À moins que votre client ne prétend que quelqu'un l'a forcé à retirer 50 000 $ en espèces, remettez-le au conducteur maintenant décédé, puis envoyez un SMS disant que cela se faisait immédiatement après la collision. Non, il n'y a pas d'explication alternative plausible. À la fin de la journée, Russell a observé les expressions du jury. Ils étaient déjà convaincus de la culpabilité et le procès avait à peine commencé. En dehors du palais de justice, Samuel et Marilyn Mercé ont fait face à un barrage de questions de journalistes. Ils s'étaient assistés malgré le fait de ne pas avoir été appelés comme témoins, vêtus de vêtements sombres qui parlaient de deuil. Nous avons fait confiance aux mauvaises personnes, a déclaré Samuel, sa voix se brisant. Nous avons échoué à notre fils de la pire façon possible. Nous prions juste que partout où Russell est, s'il est toujours en vie, il peut trouver dans son cœur de comprendre notre terrible erreur, a ajouté Marilyn. Des larmes coulant sur son visage. Russell a regardé de sa voiture insensible. Leur remords n'a rien changé. Conservé simultanément sur la chronologie de la complot. Politique d'assurance vie demain, a noté Sophie, scannant le calendrier du tribunal. Raison du meurtre, a observé Russell. Plus le contrôle de l'entreprise et des actifs d'une valeur supplémentaire de 30 millions. En parlant de cela, a dit Sophie, lui donnant une tablette. La restructuration est complète. Mercé Construction appartient désormais officiellement à la fiducie de propriété des employés. 300 employés ont désormais garanti les emplois et le partage des bénéfices à vie. Russell hocha la tête de satisfaction. Son entreprise construite à partir de rien de ses propres mains et de sa détermination lui survivrait, au profit de ceux qui avaient réellement contribué à son succès. Dans la situation de mes parents, comme indiqué,
Ils ont été informés qu'ils perdront la maison, mais peuvent déménager au centre de vie des seniors géré avec des dépenses couvertes par la fiducie. Ils seront à l'aise, mais jamais riches. Leur allocation mensuelle nécessitera des heures de service communautaire à maintenir. Parfait, a déclaré Russell. La justice mesurait avec précision. Il y a autre chose, a ajouté Sophie avec hésitation. Le docteur Ramirez vous cherche, ou plutôt pour Russell Mercé. Elle est convaincue que vous êtes en vie. L'expression de Russell n'a pas changé. Elle a un bon instinct. Devrions-nous nous inquiéter? Non. Après-demain, peu importe qui sait la vérité. Sophie l'a étudié attentivement. Vous planifiez quelque chose au-delà de ce dont nous avons discuté. Russell sourit simplement. Reposez-vous, Sophie. Demain sera mouvementé. Cette nuit-là, seul dans sa suite, Russell a ouvert une petite boîte contenant une simple alliance en or, la sienne, retirée à l'hôpital et récupérée par Calvin. Il l'a tournée dans ses doigts, se souvenant d'une vie différente, de différents rêves. Puis il a fermé la boîte et l'a mis de côté. Demain mettrait fin à l'histoire de Russell Mercé, d'une manière ou d'une autre. Chapitre 8. La main de l'homme mort. La salle d'audience est devenue absolument silencieuse alors que l'accusation a appelé son témoin surprise le 3e jour du procès. L'État appelle Alexander Pierce. Russell a marché en toute confiance à la stand des témoins. Se sentir Adrien et Travis d'escalier confus. Aucun des deux ne l'avait lié à leur destruction en cours. Après avoir été assermenté, Daward a commencé son interrogatoire. Monsieur Pierce, veuillez exprimer votre occupation. Je suis un enquêteur financier médico-légal spécialisé dans les régimes de fraude complexes. Et avez-vous été embauché pour enquêter sur les questions liées aux finances de Russell Mercé? Oui. Par Olivia Blackwell, l'avocat de Monsieur Mercé, peu de temps après sa disparition. Qu'est-ce que votre enquête a révélé? Russell a détaillé les manœuvres financières élaborées qui s'étaient produites dans les mois précédant son accident. Attention à parler de lui à la 3e personne, Monsieur Mercé avait apparemment découvert le complot contre lui environ 3 mois avant la tentative de sa vie. Il a commencé à protéger systématiquement ses actifs, à créer des confiances des employés et à documenter la trahison. Objection, a crié l'avocat d'Adrienne. Spéculation sur ce que Monsieur Mercé savait ou ne savait pas soutenu. Le juge Kimmel a jugé que le témoin restreindra le témoignage des mouvements financiers, et non des motivations présumées. Daward s'est ajusté de manière transparente. Monsieur Pierce, avez-vous trouvé des preuves de transactions financières entre les défendeurs et autres parties pertinentes pour cette affaire? Oui, a répondu Russell. Madame Mercé a organisé plusieurs réunions avec des représentants de l'assurance pour vérifier que la clause à double indemnité paierait pour un accident de véhicule. Monsieur Redfield a effectué des retraits en espèces totalisant exactement le montant versé au conducteur du camion. De plus, les deux défendeurs ont commencé à se liquider les actifs de Monsieur Mercé avant même l'accident se produise. Il a continué à décrire méthodiquement le complot, en regardant les expressions du jury durcir à chaque révélation. Adrienne semblait paralysée à son siège tandis que Travis chuchotait frénétiquement à son avocat. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de Travis a tenté de saper le témoignage. Monsieur Pierre. N'est-il pas pratique que vous soyez apparu avec ces informations après que Monsieur Mercé a disparu? Comment savons-nous que vous n'êtes pas impliqué vous-même? Une question raisonnable, a reconnu Russell. C'est pourquoi toutes les preuves ont été vérifiées indépendamment par l'équipe du détective moral et 3 cabinets comptables distincts. Et comment êtes-vous venu si facilement par ces informations lorsque les enquêteurs de la police n'ont trouvé rien de suspect? Russell sourit légèrement. Je n'ai jamais dit que c'était facile, mais les individus motivés trouvent souvent ce que les bureaucraties non motivées manquent. L'avocat a changé de tactique. Avez-vous déjà rencontré Russell Mercé? Un moment de silence absolu a rempli la salle d'audience. Oui, Russell a répondu calmement. La salle d'audience a éclaté. Le juge Kimball a frappé son gavel à plusieurs reprises. Commande. Monsieur Pierce, prétendez-vous que Russell Mercé est vivant? Je prétends que je l'ai rencontré, a précisé Russell. S'il reste vivant est une question distincte. Daward, qui avait été informé de cette possibilité, est rapidement intervenu. Votre honneur, nous avons des preuves supplémentaires à présenter concernant le statut actuel de Monsieur Mercé. Elle a produit une enveloppe scellée. Cela a été livré à mon bureau ce matin avec des instructions pour l'ouvrir uniquement pendant les procédures d'aujourd'hui.
Le juge Kimmel a accepté les limites et a brisé le sceau. Son expression est restée professionnelle, mais ses yeux s'écarquillèrent légèrement en examinant le contenu. Les conseillers se sont approchés du banc. Après une discussion de barre latérale houleuse, le juge Kimmel s'est adressé à la salle d'audience. Nous allons prendre une récréation de 30 minutes. Balef, sécurisez les défendeurs et effacez la salle d'audience. Alors que Russell sortait, il a attrapé le regard du docteur Ramirez de la galerie. Elle l'a étudié attentivement, un éclair de reconnaissance traversant son visage avant qu'elle ne hoche la tête presque imperceptiblement. Pendant la récréation, Samuel et Marilyn Mercer ont été escortés vers une salle de conférence privée où Olivia Blackwell attendue. « Et que se passe-t-il » demanda Samuel. « Votre fils a laissé des instructions spécifiques, » a expliqué Olivia. « Ou pour divers scénarios. L'un d'eux se déroule maintenant. »« Russell est vivant, n'est-ce pas » murmura Marilyn. L'expression d'Olivia n'a rien donné. À l'heure suivante, tout sera résolu. La façon dont cette résolution vous affecte dépend entièrement de la décision finale de Russell. Lorsque le tribunal a repris, la tension était palpable. Le juge Kimmel s'est adressé à la salle d'audience bondée. Sur la base des preuves qui viennent de présenter à cette cour, je n'appelle pas un témoin et non sur la liste initiale. Le tribunal appelle Russell Mercer. La galerie a éclaté à nouveau lorsque les portes arrière s'ouvraient. Russell, pas Alexander Pierce, mais Russell Mercer, a marché dans l'allée centrale. Adrien serra la table de défense, son visage cendré. Travis avait l'air de vomir. Russell avait inversé les subtiles modifications faciales, retiré le modulateur vocal et habillé le costume exact qu'il avait porté le jour de son accident. L'effet était délibérément théâtral. Un homme mort marchant. Après avoir été assermenté dans, il a fait face à la salle d'audience stupéfaite. « Oui, votre honneur. Je suis Russell Mercer. »« Monsieur Mercer, le juge Kimmel a dit attentivement, pouvez-vous expliquer votre mort et votre disparition apparente ? Quand je me suis réveillé à l'hôpital après la tentative de ma vie, j'ai découvert ma femme, son amant et mes parents m'avaient tous abandonné pour mourir. Lors de l'enquête, j'ai découvert leur complot contre moi. Plutôt que de les affronter directement, j'ai choisi de disparaître et de permettre à la justice de se dérouler naturellement. Et Alexander Pierce, un déguisement nécessaire pour mener à bien mon enquête en toute sécurité. » Daward, récupérant son sang-froid, s'est approché de la position du témoin. « Monsieur Mercer, êtes-vous prêt à témoigner concernant le complot contre votre vie ? » ?»« Je suis. » Pendant les 2 heures suivantes, Russell a méthodiquement détaillé tous les aspects de l'intrigue. Les dates, les temps, les conversations enregistrées, les transferts bancaires, les réunions, tous documentés avec des preuves déjà entrées dans le dossier. Tout au long de son témoignage, il n'a jamais regardé Adrien, Travis ou ses parents. C'était simplement des faits dans son récit, des objets plutôt que des gens. Quand l'avocat de Travis a commencé le contre-interrogatoire, son approche était désespérée. « Monsieur Mercer, cette disparition et cette réapparition élaborée ne sont-elles pas simplement un coup de publicité pour détruire la réputation de mon client ? Monsieur Redfield a détruit sa propre réputation lorsqu'il a conspiré pour me tuer, » a répondu Russell uniformément. « J'ai simplement assuré que la vérité serait découverte, mais vous avez trompé la cour en témoignant comme Alexander Pierce. J'ai témoigné honnêtement dans les 2 identités. Le nom a changé, les faits ne l'ont pas fait. » L'avocat d'Adrienne a tenté une stratégie différente. « Monsieur Mercer, n'est-ce pas vrai que vous avez été émotionnellement abusif envers mon client, la conduisant à chercher du réconfort ailleurs ?» Pour la première fois, Russell s'est tourné pour regarder directement Adrien. « Est-ce votre défense ? Que je mérite d'être assassiné parce que j'ai travaillé de longues heures à construire une entreprise qui a fourni votre style de vie de luxe ?» Adrien ne pouvait pas rencontrer son regard. À la fin de la journée, les 2 équipes de défense étaient en ruine. Le jury condamnerait clairement tous les chefs d'accusation. Alors que le tribunal a ajourné, Russell a été escorté sous une forte sécurité. Dans le couloir, il s'est finalement retrouvé face à face avec ses parents. Russell, commença son père, des larmes coulant sur son visage. « Fils, nous ne le faisons pas, » interrompit Russell, sa voix dépourvue d'émotion. « Vous avez reçu les conditions de la fiducie. C'est tout ce que vous obtiendrez jamais de moi. Sans recommandation pour la miséricorde. » Adrien Mercer et Travis Redfield. Coupables de tous les chefs d'accusation, y compris le complot en vue de commettre un meurtre, une tentative de meurtre,
une fraude et un détournement. Les peines de 25 ans à perpétuité pour chaque défendeur sans possibilité de libération conditionnelle pendant 20 ans. Russell a observé la galerie alors qu'ils étaient menottés. Adrien sanglotant de façon incontrôlable. Travis achantion et tremblement. Aucun des deux ne regardait dans sa direction. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont envahi Russell, criant des questions. « Monsieur Mercer, comment vous sentez-vous de voir la justice signifiée? Allez-vous récupérer votre entreprise maintenant? Et tes parents? Allez-vous vous réconcilier ?» Russell a fait face calmement aux caméras. La justice a été rendue conformément à la loi. Quant à ce qui vient ensuite, Russell Mercer est décédé dans cette salle d'hôpital. L'homme qui se tient devant vous exécute simplement ses souhaits finaux. Avec ces mots cryptiques, il a poussé à travers la foule jusqu'à l'endroit où Calvin attendit avec une voiture. « C'est fait », a déclaré Calvin en s'éloignant. Presque, Russell corrigé. Une dernière pièce demeure. Ce soir-là, un rassemblement privé a eu lieu au siège de Mercer Construction. 300 employés ont rempli le rez-de-chaussée. Anxiété évidente sur leur visage. Des rumeurs sur le sort de l'entreprise s'étaient répandues à la suite de la conclusion du procès. Russell se tenait sur une petite plateforme face aux personnes qui avaient aidé à construire son succès. « Vous avez tous entendu le verdict », il a commencé. « Ce que vous n'avez pas entendu, c'est ce qui arrive à cette entreprise, à vos emplois et à vos futurs. » Il a fait un geste vers Olivia, qui a distribué des documents au chef de département. En vigueur immédiatement, Mercer Construction devient Mercer Employé Trust. Chacun de vous possède désormais une participation proportionnée à vos années de service. L'entreprise ne peut pas être vendue, divisée ou rendue publique. Il appartient à ceux qui vous l'ont construit. Un silence stupéfait a cédé la place aux applaudissements, puis aux larmes et aux applaudissements alors que les implications coulaient. J'ai construit cette entreprise à partir de rien, a poursuivi Russell. Et malgré les tentatives de le détruire, cela me survivra, offrant une sécurité à vos familles pendant des générations. Et vous, patron? Appelez Luis Martinez, son contremaître de 10 ans. Je ne resterai pas, répondit simplement Russell. Mon travail ici est terminé. Après la célébration, Russell a rencontré Sophie à l'aéroport. Sa fille Lily a attendu dans un salon privé. Une fillette joyeuse de 7 ans ne montrant aucun signe de sa maladie précédente. La fiducie est établie, a confirmé Russell. Ses soins médicaux sont garantis à vie et son éducation entièrement financée. Sophie lui serra la main. Vous nous avez donné notre vie en retour. Que ferez-vous maintenant? Russell regarda le ciel obscurcissant. Disparaît. Alexander Pierce a une nouvelle identité et un passeport en attente à Genève. Cela semble seul, a observé Sophie. C'est ce qui reste, a répondu Russell. Ils ont dit au revoir, et Russell a regardé Sophie et Lily monter à bord de leur vol vers une nouvelle vie en Californie. Plus tard dans la soirée, Russell est retourné dans sa suite d'hôtel pour la dernière fois. Sur le bureau résidait le dernier élément de son plan, une lettre scellée adressée au docteur Ramirez ainsi que la documentation transférant un don substantiel au centre de traumatologie de l'hôpital. La lettre était simple, le docteur Ramirez. Vous avez dit une fois que l'homme que vous avez traité ne jetterait pas son lavis pour la vengeance. Tu avais raison. La vengeance n'a jamais été l'objectif. La justice était. Maintenant que la justice est rendue, Russell Mercer peut vraiment se reposer. Ce qui s'élève de ses cendres, c'est que moi seul a déterminé. Peut-être qu'un jour dans un endroit différent, un meilleur homme pourrait émerger. Merci d'être le seul à se soucier de savoir si je vivais ou que je mourais. Qui comptait plus que vous ne le saurez jamais. Russell a scellé l'enveloppe et l'a placée dans le courrier de nuit de l'hôtel. À Down, il est monté à bord d'un vol privé en utilisant son passeport Alexander Pierce. Au moment où le soleil se couchait, il avait déjà traversé un océan, laissant derrière elle les cendres de son ancienne vie. 6 mois plus tard, un homme se faisant appeler Richard Miller a ouvert une petite société de conseil en architecture dans une ville portugaise côtière. Il a vécu simplement, a travaillé avec diligence et s'est maintenu pour lui. Les résidents locaux ont noté sa générosité envers les causes des enfants et les organismes de bienfaisance médicaux, mais respectaient sa vie privée. S'il se tenait parfois sur son balcon la nuit en regardant l'océan avec des yeux qui reflétaient la vieille douleur et le nouveau but. Personne n'était assez proche pour le remarquer. Russell Mercer avait gardé son vœu. Il avait pardonné et personne ne l'avait trahi.
La justice avait été mesurée et livrée avec précision sans pitié. Mais peut-être qu'avec le temps, Richard Miller pourrait apprendre quelque chose que Russell Mersey ne pouvait jamais. Comment construire une vie axée sur la création plutôt que sur la rétribution? Sur l'avenir plutôt que le passé. Ce serait cependant une autre histoire. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.